monsieur Guin? Ça va très bien, monsieur l'instituteur, très bien. J'ai un service à vous demander. Vas-y. Vous connaissez Casimir, le gérant du cercle, qui a le bureau de tabac? Oui. Eh bien... Eh bien... Eh bien, il faudrait lui dire qu'il y a un chien mort dans son puits. Le puits du cercle. C'est Cassotti qui l'a vu tomber dedans. Alors, si on le prévient pas, il va nous faire boire de cette eau le dimanche à l'apéritif. Alors, il faut lui dire. Mais oui, mais pourquoi Cassotti ne l'a pas averti? Ah, il ne peut pas, ils sont fâchés. Ils se sont battus au régiment il y a 20 ans. Alors, ils sont fâchés. Mais pourtant, il va boire l'apéritif au cercle. Oui, mais ne lui parle jamais. Il ne commande qu'à la bonne, comme moi. Parce que moi aussi, je suis fâché avec Casimir. Pourquoi? Ça vient de loin. Ah, mon père, il était fâché avec son père. Et mon grand-père, oh, mon grand-père, il était déjà fâché avec son grand-père. Et déjà, nos pères, ils ne savaient pas pourquoi. Parce que cela venait de très loin. Alors, vous pensez que ça doit être une bonne raison, ça doit être quelque chose de grave. C'est vraiment un village de crétins. Mais non, monsieur l'instituteur, c'est un village où on a de l'amour propre, voilà tout. Deux pelés, quatre tondus, tous fâchés les uns contre les autres. Oui, mais on se rend compte quand même, au cercle ou à la chorale. Mais ceux qui sont fâchés, là, je parle pas. Bon, eh bien, j'avertirai Casimir. Mais je vais d'abord voir le pain du nouveau boulanger. Ah, c'est ce matin qu'il commence. Oui, la première fournée doit sortir vers 11h. Ah, tiens, je vais boire le mulet, j'y vais aussi. Bon, alors je préviens Casimir. Ne me dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. On me jugerait mal, ça ferait parler. Pardon, monsieur l'instituteur, j'aimerais vous dire deux mots, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Je n'en vois aucun. Un chien, regarde bien l'évêque. Monsieur le curé peut donc parler à monsieur l'instituteur. Malgré le ton désobligeant de votre réponse, les devoirs de ma charge m'obligent à continuer cette conversation. Permettez, vous dites que je vous ai parlé sur un ton désobligeant, et je reconnais que c'est vrai. Mais je tiens à vous rappeler que lorsque je suis arrivé ici, c'est-à-dire au début d'octobre, je vous ai salué 2 fois le même jour. La première fois, c'était le matin. Sur la place de l'église. C'est exact. Je vous ai salué et vous n'avez pas répondu. La deuxième fois, c'était... À la terrasse du cercle. Vous étiez assis devant un grand verre d'alcool. Un modeste apéritif. Si vous voulez. Enfin, c'était de l'alcool? Soit. Je vous ai encore salué. En ôtant mon chapeau. C'était un chapeau melon. C'était un chapeau melon, si vous voulez. Et vous n'avez pas répondu. Pourquoi? Parce que je ne vous ai pas vu. Oh, quoi? Et je ne vous ai pas vu me saluer parce que je n'ai pas voulu vous voir. Mais pour quelle raison? Enfin, j'arrivais ici, vous ne me connaissiez pas. Je vous salue très poliment, vous détournez la tête. Ah, vous m'avez donc fait un affront sans me connaître. Pas du tout, monsieur. Monseigneur a des occupations et des travaux plus utiles et plus nobles que ceux qui consisteraient à remplir des fiches sur le caractère et les mœurs de chaque instituteur laïque. Ce serait d'ailleurs un très gros travail. Et peu ragoûtant. Non, monsieur, je n'ai pas reçu votre fiche et je n'avais pas besoin de la recevoir parce que vous la portiez sur vous. Ah oui, j'ai une tête de scélérat. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Non, monsieur, vous n'avez absolument pas une tête de scélérat. Un homme peut se racheter par la foi et la stricte observance des pratiques recommandées par notre sainte mère l'Église. Mais il ne s'agit pas de votre tête. Ce qui m'a permis de vous démasquer du premier coup, c'est le journal qui sortait de votre poche. C'était le Petit Provençal. Ne niez pas, monsieur, je l'ai vu. Vous lisez le Petit Provençal. Oui, je lis le Petit Provençal. Je suis même abonné. Abonné. C'est complet. Vous ne voudriez tout de même pas que je lise La Croix? Oh, mais si, monsieur. Mais je vous estimerais bien davantage, monsieur, si vous lisiez La Croix. Vous y trouveriez une morale autrement nourrissante, autrement succulente que les divagations fantastiques de journalistes sans Dieu. Non, c'est pour ça que vous m'avez arrêté? Pour me placer un abonnement à La Croix? Non, monsieur. Je vous ai arrêté pour vous rappeler vos devoirs. Non pas vos devoirs envers vous-même, parce que vous me paraissez peu disposé à songer à votre salut éternel. Mais vos devoirs envers vos élèves, ces enfants que le gouvernement vous a confiés peut-être un peu imprudemment. Mais il est certain que le vieillard que vous êtes peut donner des conseils au gamin que je suis.
En effet, quoique nous soyons à peu près du même âge, je crois que la méditation et l'élévation quotidienne de l'âme par la prière m'ont donné plus d'expérience de vie que vous avez pu en apprendre dans vos manuels déchristianisés. Vous êtes, je crois, tout frais moulu de l'école normale. Et vous êtes, je crois, tout récemment éclos du grand séminaire. Enfin, peu importe. Ce que j'ai à vous dire est très grave. Vous avez fait l'autre jour, avant-hier exactement, une leçon sur Jeanne d'Arc. Ah oui, ce n'est pas que ce soit amusant, mais c'est dans le programme. Bien. À cette occasion, vous avez prononcé, devant des enfants, les phrases suivantes. Jeanne d'Arc était une bergère de Don Rémy. Un jour qu'elle gardait ses moutons, elle crut entendre des voix. C'est bien ce que vous avez dit. C'est très précisément ce que j'ai dit. Songez-vous à la responsabilité que vous avez prise quand vous avez dit crut entendre. Je songe que j'ai justement évité de prendre une responsabilité. Enfin, j'ai dit Jeanne d'Arc crut entendre des voix, c'est-à-dire qu'en ce qui la concerne, elle les entendait fort clairement. Mais en ce qui me concerne, je n'en sais rien. Comment vous n'en savez rien? Ma foi, monsieur le curé, je n'y étais pas. Comment vous n'y étiez pas? Mais ma foi, non! En 1431, je n'étais même pas né! N'essayez pas de vous en tirer par une pirouette. Vous n'avez pas le droit de dire cru d'entendre. Vous n'avez pas le droit de nier un fait historique. Vous devez dire Jeanne d'Arc entendit des voix. Mais dis donc, il est très dangereux d'affirmer des choses pareilles, même s'il s'agit d'un fait historique. Il me semble me rappeler que lorsque Jeanne d'Arc, devant un tribunal présidé par un évêque qui s'appelait Cochon, déclara qu'elle entendait des voix, eh bien ce cochon-là la condamna à être brûlée vive. Ce qui fut fait à Rouen, sur la place du marché. Et comme malgré ses voix, elle était combustible, la pauvre bergère en mourut. Réponse et langage bien digne d'un abonné du petit Provençal. Je vois que je n'ai rien à attendre d'un esprit aussi borné, aussi grossier que le vôtre. Je regrette d'avoir engagé cette conversation inutile, qui m'a révélé une profondeur de mauvaise foi que je n'aurais jamais osé imaginer. Alors en somme, vous êtes furieux parce que j'ai parlé de Jeanne d'Arc qui, selon vous, vous appartient. Précisément. Mais vous-même, monsieur le curé, il vous arrive de piétiner mes plates-bandes. Ainsi vous avez dit aux enfants du catéchisme que je me trompais, et qu'en histoire naturelle, il n'y avait pas 3 règnes, mais 4 règnes. Mais parfaitement. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Ce qui est scientifiquement démontré. Mais il est scientifiquement démontré que le règne humain est une absurdité. Vous vous considérez donc comme un animal? Sans aucun doute. Je vous crois trop savant pour ne pas admettre qu'en ce qui vous concerne, vous avez certainement raison. Permettez donc que je me retire sans vous saluer, car je ne salue pas les animaux. Et vous? Qu'est-ce que vous croyez être? Une espèce de précadiou! Vadé, rétro, Satanas! Mais va donc cacher, va fondu! Mais ces 3 hommes, ils ne te servent à rien. Ils sont juste au bord de ton pré. Qu'est-ce que ça peut faire de les tailler? Au contraire, tu aurais dû voir pour cet hiver. Ces arbres sont à moi, et je les taillerai si je veux. Je ne vais quand même pas me forcer à couper mes arbres. Les arbres qui sont chez moi. Les arbres sont chez toi, mais leur ombre est sur ton jardin. Parfaitement. Ils sont mal placés, tes arbres. Ils sont juste au midi de mon potager, ce qui fait que toute l'année, du matin au soir, cette ombre tombe sur mes légumes et elle tourne comme une peau. Et me mange mon soleil, tes arbres. On n'a pas le droit de manger le soleil de personne. Il n'a pas tort. Écoute, Bernabé, ce n'est pas de ta faute. Mais pour lui, tes jambons, ils sont mal placés. Mais c'est peut-être son jardin qui est mal placé. Si je me plaignais, moi, si je disais que j'ai des arbres magnifiques et que je ne peux même pas me mettre à l'ombre de mes arbres parce qu'elles s'échappent chez lui. L'ombre de mes arbres est à moi, peut-être? Non! Oui, elle est à toi. Et puisqu'elle est à toi, je te prie de la retirer de chez moi. Et il le dit à sa façon, mais il n'a pas tort. Tu veux peut-être que je change le soleil de place? Il veut que tu tailles tes arbres. Il me semble que c'est son droit. Je fais des épinards géants cette année. Eh bien, mon ami, les épinards géants, je te les ferai voir. Ils ne sont pas géants du tout. Ils ne sont pas plus hauts que du cresson. Mais fais du cresson si tu veux. Moi, mes arbres, je n'y toucherai pas!
Bien. On ira au juge de paix. Et en attendant, je te retire la parole. Et va, Antonin! Oh, laisse-le faire. Si tu crois que ça me touche. Au contraire, c'est d'accord. Qu'il ne me parle plus jamais. Si tu m'entends un jour lui adresser un mot ou lui répondre, je te donne la permission de me cracher à la figure. Résous, tonnerre, quoi? Alors, il est bon le pain? Ça se prépare. L'instituteur est allé jeter un coup d'œil sur la fournée. Alors, monsieur l'instituteur, qu'est-ce que vous en dites? Ma foi, je ne suis pas boulanger, mais il me semble que cet homme-là connaît parfaitement son métier. Et qu'il va nous faire du bon pain. Il en a déjà sorti du four? Non. Dans 10 minutes. Mais qui sait s'il le fait bon? Et pourquoi je le ferai mauvais? On ne veut pas dire que vous le ferez mauvais. Non seulement il y a pain et pain, vous comprenez? Celui-là avant toi, l'ange. Et celui qui s'est pendu dans la cage. Écoutez-moi bien, ne parlez jamais de cette histoire-là devant ma femme. De penser qu'on a pris la place d'un pendu, c'est quelque chose qui l'impressionnerait. Et peut-être qu'elle ne voudrait plus rester ici. Alors, motus, hein? On a tous compris. Motus. 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 Motus! Paulus, où il est? Paulus? Bon, alors, qu'est-ce qu'il faisait, l'ange, quand il ne se pendait pas? Eh bien, il faisait du pain. Mais ce pain n'était jamais pareil. Des fois, très bon. Des fois, pas mangeable. Surtout le dimanche matin. Tu comprends, le samedi, il se prenait une cuite terrible avec de l'anis. Alors, vers minuit, quand il commençait à pétrir, il ne savait plus ce qu'il faisait. Et une fois, dans le pain, on a trouvé la moitié d'un cigare. Et une fois, un dimanche matin, le pain avait le goût de l'anis. Les enfants se sont régalés. Et vous supportiez ça, vous autres? Et qu'est-ce que nous pouvions faire? Dites, boulanger, où étiez-vous avant de venir ici? J'étais à Malençol, puis à Manon, et j'y ai gagné des sous. Et pourtant, il y avait de la concurrence. Nous étions 3 boulangers. Mais c'était pas un petit village comme ici, c'était de vraies petites villes, là où il y avait des connaisseurs. Et c'est parce que les connaisseurs ont plus voulu de vous que vous êtes venus chez nous? Je suis venu chez vous pour faire plaisir à ma femme, parce qu'elle craint le froid et qu'ici c'est beaucoup moins haut. Mais les connaisseurs, quand je suis parti, vous savez ce qu'ils ont dit, les connaisseurs? Ils ont dit, boulanger, nous te regrettons. Eh bien dites, le mien sera toujours aussi bon que ça. Ben d'abord, moi, des apéritifs, j'en bois guère. Je ne bois même pas de vin. Et quand je la touche, la pâte, là, je vous garantis que je la bouge et que je n'épargne pas ma peine. Et puis vous saurez que pour être un bon boulanger, il n'y a pas besoin d'être un monstre carnassier. Bravo, il a raison, boulanger. Et quoi tu dis bravo boulanger? C'est quoi que moi que tu en as? Moi, monsieur, je ne vous parle pas. Et ils sont fâchés? À mort. D'ailleurs, ce sont 2 imbéciles. Et je suis fâché avec tous les 2. Mais pourquoi? Va. Tout ça n'a aucune espèce d'intérêt. Ce qui est important, c'est que tu nous fasses du pain. Et s'il est aussi beau que ta femme, ça nous suffira. Oh, ça, certainement. Et il n'est pas difficile, hein, lui. Du pain aussi beau que ma femme. Eh bien, dites donc. Mais je ne sais pas si on n'en a jamais fait, hein, du pain aussi beau que ma femme. Là, tu as raison, boulanger. Elle est belle, hein, ma femme? Oh oui, elle est belle. N'est-ce pas qu'elle est belle? Ah, ça oui, ça on peut le dire. Dites, monsieur l'instituteur, n'est-ce pas qu'elle est belle, ma femme? Oh, mon cher, si elle essayait, tout à coup, la nuit, dans une ruelle obscure, de m'embrasser fortement sur la bouche, eh bien, je ne porterai sûrement pas plainte.
je vous le souhaite à vous, hein, mais je ne le souhaite pas à moi. Hein. Voilà, alors, si je vous fais du pain à moitié aussi beau que ma femme, ça vous suffira. Eh bien, je comprends. Pour mon goût personnel, j'aimerais mieux du pain qui fût aussi beau que du pain, car la beauté des femmes est fugitive et elles se fanent comme les fleurs. Ce qui fait grand plaisir aux vieilles betteraves qui ne risquent pas de se faner. Ah, je comprends qu'elle est belle. Ah, mais je suis content hein, que vous la trouviez belle. Et encore, hein, vous ne l'avez pas vue habillée du dimanche. Ou alors le soir, quand elle se prépare à se Emma, coucher. le pain est prêt. Eh, modeste avec ça, hein. Ne vois pas qu'on parle de merde. Ah, c'est vrai. Vous sentez? C'est vrai. Une petite minute de plus ne lui fera pas de mal. Tiens, voilà, monsieur le marquis. Bonjour, madame la boulangère. Je suis madame le marquis Castan de Venette. Chef d'escadron à la retraite, mais paillard en activité. C'est vous dire, madame, que je suis très sensible à l'éclat de votre visage et que je suis profondément reconnaissant de bien vous voir être si belle. Ceci dit, je vous présente mon berger. Il se nomme Dominique. Dominique! Ce Dominique viendra le mercredi et le samedi, muni du sac que vous voyez, pour prendre 30 pains. Il faudra donc, boulanger, que tu me fasses ces 30 pains 2 fois par semaine, en plus de ta fournée quotidienne. Et le samedi, si tu avais une douzaine de croissants ou de brioches, j'espère que cette déesse ne verra pas d'inconvénient à me les mettre dans mon sac. Bien, monsieur. Monsieur le marquis. Bien, monsieur le marquis. Et si je te parle de croissants et de brioches, c'est parce que dans mon château, tu n'es qu'en réalité qu'une ferme. Mais, castellisé par ma seule présence. J'héberge en général 3 ou 4 dames de petite vertu que j'entretiens dans un luxe rustique pour le plaisir de mes vieux jours et le dévergondage de mes bergers. Parfaitement, monsieur le marquis. Ah non! Pas parfaitement. Ce n'est pas l'avis du curé. Enfin, pour ce qui est de ta note, il te la paiera tous les samedis. Bien. Détail pratique, comme pour donner 30 pains, il faut environ 10 minutes, Dominique ne viendra qu'à midi, pour ne pas faire attendre tes clients. Pour aujourd'hui, c'est lui qui va attendre. Dominique, mets-toi dans ce coin, attends. Ah, c'est prêt. Je vais les tourner. Ils sont bons. Et il est appétissant. Oh, il est beau ce chat. Il est à toi? Ah oui, monsieur le marquis. Celui-là, c'est Pompon. Dans une boulangerie, là, il faut se méfier des rats, hein, à cause de la farine. Il vous mangerait tout le bénéfice. Pompon et sa femme Pomponnette, ils me sauvent 10 kilos de farine par jour. Ah, tu as la chatte aussi. Je l'ai, mais sans l'avoir. Depuis 3 jours, et elle a disparu. Mais attention qu'on t'en ait pas fait un civet. Ah, regarde ça. Mais tu dis pas ça sérieusement. Mais non, boulanger. Nous avons tant de lièvres dans nos champs que nous ne savons qu'en faire. On ne mangera pas ta chatte. D'ailleurs, hein, moi je sais pourquoi elle est partie. Cette nuit, sur le toit, j'ai bien entendu hein, ce qu'elle racontait. Elle reviendra quand ça lui aura passé. Bien. Comment t'appelles-tu? Aimable Castel. Ah. Le poète a dit « Et mi Castaneae sunt moles ».
être précis, copia lactis. Mais ça n'a aucune importance pour aujourd'hui. Au revoir, aimable boulanger. Madame, le pain touché par vos belles mains sera reçu chez moi comme un présent. Laissez-moi passer, je vous prie. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le marquis. Eh bien, monsieur le curé, nous avons un boulanger. Et de plus, il s'appelle Aimable. Saint-Aimable, Saint-Amable fut un grand qui vécut aux environs de l'an 742. Il fut remarquable par l'austérité de ses mœurs et s'il eût été curé de notre village, il n'eût point toléré que l'un de ses paroissiens vive en compagnie de plusieurs femmes comme un véritable mormon. Oh, monsieur le curé, ce sont mes nièces. Vous oubliez que je suis votre confesseur. Si vous aussi vous ne l'oubliez pas, toute conversation mondaine est impossible. Je dis à tout le monde que ce sont mes nièces. Mais personne ne le croit. Et l'exemple que vous donnez est très dangereux. Non, monsieur le curé, non, car la débauche n'est pas un péché gratuit. Les exemples dangereux sont les exemples à la portée de toutes les bourses. Mais les péchés qui exigent des rentes ne peuvent se répandre que chez les rentiers. Or, nous n'avons ici que des paysans. Et contre les dangers de mon exemple, la pauvreté leur tient lieu de vertu. Affreux blasphème! 4 kilos pour moi. Oh, merci, madame. Il est beau, hein, Casimir? Oh, rien que de voir ça, ça me donne faim. Oh, mais force la première, mademoiselle Céleste. Ne faisons pas attendre la servante de monsieur le curé. Merci, Casimir. Je me languissais de le toucher, ce pain. Ouvre ça, Étienne. Oh. Ma bonne Céleste, voici une importante nouvelle. Monsieur le marquis vient déjeuner ici, demain. Il vient tout seul, au moins. Céleste! C'est ça, parce que si vous invitez ce grand mécréant, il n'y a pas de raison qui n'amène pas toutes ces nièces. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces pauvres petites? Ça leur oncle? Céleste, la médisance est aussi un péché. D'ailleurs, monsieur le marquis, en sa qualité de maire de la commune, peut faire réparer le toit de notre église où il pleut comme au champ de foire. Et mon invitation n'est peut-être pas entièrement désintéressée. Il me paraît nécessaire de lui préparer un bon repas. Bon, et c'est une chose que nous ayons du bon pain. Regardez ça, monsieur le curé. C'est beau, du pain frais. Oui. C'est une bonne journée. Je sais que c'est la première, mais enfin, 683 francs d'un petit village comme ici, il n'y a pas à dire, ça s'annonce bien. Tu dors, Aurélie? Oh, elle est tellement fatiguée, peu chère. Ah, qu'elle est belle, hein, quand même. Et avec ça, elle ne pense qu'à son travail.
tu dici di parto addio. Une sérénade! Dis Aurélie, une sérénade! Mais regarde un peu comme ils sont gentils. Je leur ai fait du bon pain et ils viennent me remercier à leur façon. Tieni au cuore l'untuna. C'est dommage, un petit chant en piémontais. Ou encore, ça peut être. Ou en espagnol, qui sait. Enfin, je comprends pas ce qu'ils disent, hein, mais le cœur y est, hein. Da statera dell'amore. Ah, c'est joli, hein. Mais on dirait le berger des 30 kilos de pain. Tieni au cuore l'untuna. Bravo, bravo. Attends, berger, mais ne t'en va pas. Attends. Ce doit être un usage. Il me faut la sérénade. Et il faut leur donner quelque chose. Une tourte ou une fougasse et une bouteille de vin cuit. Et justement, il nous reste une fougasse à la graine d'anis. Je descends la leur donner. J'y vais. Oh, tu as raison. Mais il vaut mieux que ce soit toi, c'est plus gracieux. Après tout, c'est peut-être un peu pour toi qu'ils sont venus. Parce que tu les as bien servis ce matin. Ah, merci messieurs, vous êtes bien aimables. Je suis pas content que vous soyez venus. Merci. Et ma femme veut vous donner quelque chose. Oh, ce n'est pas grand-chose. C'est un petit cadeau d'amitié. Le cadeau du boulanger et de la boulangère. Alors, vous l'avez trouvé bon, mon pain? Ah oui qu'il est bon. Fais-nous-en comme ça tous les jours. Ah ben, j'essaierai. Je crois réussir. Mais tout à l'heure, vous allez goûter à ce que ma femme est en train de donner à votre chanteur. Vous m'en direz les nouvelles. Aurélie, si tu n'as mis pas l'électricité, tu la trouveras pas la fougasse. Tu veux que je descende? Oh, va et boulanger, je ne crois pas qu'on a besoin de toi. Recouche-toi vite que tu vas prendre froid. Tu sais, si je dois me recoucher, ce ne sera que pour 1 heure. Il va falloir que je me lève pour pétrir. Parce que le bon pain, c'est le jour qu'on mange, hein, mais c'est la nuit qu'il faut le faire. Aurélie, tu ne trouves pas un bouton? Ah, mais ça y est, elle l'a trouvé. Alors je vous remercie bien. Elle m'a donné cette fougasse. Et alors, au revoir. Ce n'est rien, berger. C'est de bon cœur. Au revoir. Tu n'as pas eu froid? Non. Tu lui as donné bien poliment. Je crois que ça leur aura fait plaisir. D'après ce que tu m'avais dit ce